Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Une législation pionnière dans l'Union européenne. L'Assemblée nationale a approuvé définitivement le 20 février une proposition de loi écologiste qui restreint la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS. Aussi appelés polluants éternels, ces substances présentes dans tout un tas de produits de la vie quotidienne sont partout et leur impact sur la santé inquiète l'opinion et les pouvoirs publics. À partir du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, de produits de fart, des produits qui permettent d'améliorer la glisse des skis, ou des vêtements contenant des PFAS, à l'exception de certains textiles industriels, seront interdites. Les industriels, dont les activités entraînent des rejets de PFAS sur le principe du pollueur-payeur, seront également taxés. Qu'est-ce que cette interdiction va changer pour nous, les consommateurs, et comment les industriels vont pouvoir s'adapter ? Sur le fil. Alors déjà, les PFAS sont des substances fabriquées par l'homme. Elles n'existent pas naturellement dans l'environnement. On parle d'une famille de substances, c'est plusieurs milliers de substances. Et en fait, elles ont un point commun, toutes ces substances, c'est qu'elles contiennent toutes une liaison carbone-fluor. Pauline Servant, docteure en pharmacie et toxicologue, elle travaille pour l'association de défense de l'environnement Génération Future. Et c'est cette structure chimique commune qui leur donne des propriétés ultra intéressantes pour les industriels, comme elles sont résistantes à la chaleur, elles sont résistantes à l'eau, elles sont résistantes aux graisses. Et donc, elles sont utilisées dans énormément d'applications, que ce soit industrielles, on en retrouve dans les produits électroniques, dans les automobiles, l'aéronautique, les panneaux solaires, etc. Donc, beaucoup d'utilisations industrielles et aussi beaucoup d'utilisations dans des produits du quotidien, par exemple les ustensiles de cuisine, les fameuses poêles anti-adhérentes, les vêtements imperméables aussi, tout ce qui est vêtements techniques qui vont résister à l'eau, qui vont rendre les produits, les vêtements imperméables. Dans un an, vous ne trouverez donc plus de PFAS dans vos vestes imperméables, dans votre mascara waterproof ou sous vos skis. Pierre Labadie, chimiste de l'environnement et directeur de recherche au CNRS, s'en réjouit. Je pense que c'est une loi qui va dans le bon sens. Je pense que c'est un premier pas vers un encadrement beaucoup plus strict de l'utilisation des PFAS, vers une réduction à la source des émissions et donc vers une limitation des émissions vers l'environnement avec à la clé des impacts potentiels sur la faune sauvage et sur la population humaine. À l'Assemblée, ce texte a pourtant déchaîné les passions. Plusieurs députés de droite et d'extrême droite ont déploré le manque d'études sur l'ensemble des PFAS avant de les supprimer. Frédéric Pierre Voss, député RN. Sur des substances sur lesquelles on n'a aucune étude scientifique sur le long terme, on ne peut pas se permettre de lancer des interdictions immédiates. Un argument qui ne tient pas pour le chercheur Pierre Labadie. C'est évident, personne ne va contester le fait qu'on manque de données de toxicité sur l'immense majorité des PFAS. Mais à chaque fois qu'on teste un nouveau PFAS, on documente des effets toxiques. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et qu'on est incapable, et ça prendrait des générations en fait, de tester l'ensemble des molécules. Sachant que l'approche qui a été utilisée par l'industrie jusqu'à présent, c'est la substitution de PFAS par d'autres PFAS. Donc une fuite en avant. En tant que chercheur académique, on a toujours un temps de retard en fait, par rapport à l'industrie. Et en fait, c'est complètement illusoire de vouloir renseigner la toxicité de l'ensemble des composés à l'échelle individuelle. Déjà, si on allait vers une utilisation la plus parcimonieuse possible des PFAS, si on faisait ça, on aurait déjà résolu une grande partie du problème en termes d'émissions futures. Effectivement, les PFAS, découverts dans les années 30, sont largement utilisés par les industriels depuis les années 50. Et le problème avec ces substances, c'est qu'elles sont tellement résistantes qu'elles restent très longtemps présentes dans l'environnement, d'où l'expression « polluants éternels », avec des effets néfastes sur la santé. Écoutez Pauline Servant, la toxicologue de Génération Future. Ces effets sur notre système immunitaire et sur ces effets cancérigènes sont connus des industriels depuis les années 60-70. Mais ça, c'est des études qui n'ont pas transmises aux autorités. Et en fait, la problématique PFAS a explosé aux États-Unis au début des années 2000 suite aux actions d'un avocat qui s'appelle Rob Bilott et qui a mis en évidence ce problème des PFAS et notamment le fait que les industriels avaient caché les informations. Vous en avez perdu combien ? 190.
Vous avez perdu 190 vaches. Vous allez pas me dire que c'est normal, vous. Son histoire est retracée dans le film Dark Waters, et donc on voit très bien le début de l'histoire donc aux États-Unis. Oui. Je comprends pas tout dans leurs archives. On nous cache des choses. Ce produit chimique, ça ferait quoi si on en buvait? En boire? C'est comme de demander, et si j'avale un pneu, c'est grave? Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Aux États-Unis, au moins 45% de l'eau des robinets est contaminée au PFAS, a conclu une agence gouvernementale en juin 2023. En Europe, une cartographie inédite réalisée par 17 médias, publiée en février 2023, a révélé que 17 000 sites sont contaminés, dont plus de 2000 à des niveaux dangereux pour la santé. En Italie, par exemple, une usine chimique du nord-est du pays, désormais fermée, aurait pollué l'un des plus grands bassins d'eau souterraine d'Europe avec des PFAS. Les responsables de cette usine sont actuellement jugés et les habitants de la région espèrent bien obtenir justice. Écoutez l'une des plaignantes au procès, Elisabetta Donadello. J'ai fait tester mes 2 enfants. Ils sont nés en 2014 et 2016. Donc, théoriquement, ils n'auraient pas dû avoir des valeurs élevées, car depuis 2015, quand j'ai appris qu'il y avait une contamination de l'eau, je n'ai plus utilisé l'eau du puits, par précaution. Donc le problème, c'est que moi, en tant que mère, j'ai mangé pendant 40 ans les légumes produits ici et que j'ai transmis des PFAS à mes enfants, à la fois pendant la grossesse et plus tard avec l'allaitement. Donc, en gros, j'ai empoisonné mes enfants. Un médecin spécialiste du cancer, Vincenzo Cordiano, a remarqué des taux de cancer plus élevés que la moyenne chez les patients de ce territoire, ainsi que d'autres problèmes de santé. Dans cette zone, il y a aussi des problématiques liées au développement neurologique des enfants qui présentent un déficit de QI et à l'âge adulte, un excès de mortalité dû aux maladies de Parkinson et Alzheimer. Il y a 2 études qui l'ont déjà montré. En France, plusieurs types de PFAS étaient déjà interdits. Le PFOS est interdit depuis 2009, le PFOA est interdit depuis 2020 et le PFHXS depuis juin 2022. Mais on les retrouve encore dans l'environnement selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On sait qu'on a tous des PFAS dans le corps, dans notre sang, même les enfants. Revoici Pauline Servant, docteure en pharmacie et toxicologue. Ça ne veut pas dire qu'on va tous développer une maladie, bien sûr. C'est évidemment multifactoriel, ça dépend des taux qu'on a et ça ne suffit pas en fait à développer une maladie, mais ça augmente les risques de développer des pathologies. Ce sont d'abord des effets sur le foie, il y a un risque d'augmentation de cholestérol avec des risques cardiovasculaires du coup qui sont augmentés. Des impacts sur la thyroïde, ça c'est un impact important sur le développement des fœtus. Et enfin, pour les personnes les plus exposées, il y a des impacts sur des risques de développer des cancers, notamment cancer des testicules, cancer du sein, cancer des reins. Les personnes les plus exposées, ce sont par exemple les employés d'usines qui utilisent les PFAS. Mais comment faire pour concilier santé et emploi ? L'usine Seb, en France, qui fabrique des poêles avec des revêtements anti-adhérents, s'est sentie directement menacée par le texte de loi. Après une forte mobilisation, notamment des salariés, le secteur a obtenu que les ustensiles de cuisine ne soient pas concernés par l'interdiction des PFAS. Le groupe Seb a assuré que les PTFE, un type de PFAS, utilisé pour le revêtement anti-adhésif de 90% de ces poêles, n'est pas considéré comme nocif pour la santé ou l'environnement. Un argument repoussé par plusieurs scientifiques, comme Pierre Labadie, qui estime qu'il s'agit là d'une contre-vérité. Dire qu'il n'y a pas de problème avec le PTFE, c'est une présentation tronquée de la vérité scientifique, en tout cas de ce qui est admis, du consensus scientifique. On sait que lors de la phase d'utilisation du PTFE, effectivement, à l'heure actuelle, si on se focalise sur les ustensiles de cuisine, si on les utilise de façon conforme aux préconisations du fabricant, on considère qu'il n'y a pas de problème. En revanche, la production de ce PTFE, on le sait et c'est documenté, peut être génératrice d'émissions très importantes de composés indésirables qui, eux, ont des effets toxiques bien documentés. Le vrai débat, pour moi, il doit porter sur le caractère essentiel des usages.
On a beaucoup d'alternatives en fait. On peut se passer des PFAS dans les ustensiles de cuisine. Ce qui est sûr, c'est que dans un certain nombre d'utilisations, ils ne sont pas remplaçables sur le court terme. On pense notamment à la santé, aux implants par exemple, aux prothèses, des valves qui sont utilisées dans différents implants. On peut penser à la transition énergétique, puisque de nombreux PFAS sont utilisés pour la fabrication de batteries électriques. On peut élargir ça peut-être à la production d'hydrogène, à l'industrie de la défense également. Est-ce que dire ça signifie qu'il n'y a pas d'alternative aux PFAS ? Je ne crois pas. On sait que des équipes travaillent par exemple sur d'autres modèles de batteries. En tout cas, pour Pierre Labadie et Pauline Servant, il est nécessaire de se passer des PFAS quand une alternative existe, ne serait-ce que pour alléger l'énorme chantier de décontamination qui nous attend. Les coûts s'avèrent astronomiques. Une enquête du Monde en partenariat avec 29 autres médias a révélé que le prix de la dépollution en Europe pourrait atteindre 2000 milliards d'euros sur 20 ans. Mon collègue Nicolas Gubert, qui couvre l'industrie à l'AFP, nous explique comment éliminer les PFAS présents dans l'eau. Il y a 3 méthodes de décontamination des PFAS dans l'eau qui existent et qui sont déployées aujourd'hui à l'échelle industrielle. Il y a les charbons actifs qui marchent assez bien sur ce qu'on appelle les PFAS à chaîne longue. La filtration membranaire, ce sont des fibres en polymère avec des trous minuscules, microscopiques sous le nanomètre qui permettent de décontaminer un plus large spectre de PFAS. Et il y a enfin la résine à échangeuse d'ions. Ce sont des petites billes à base de silice ou de polymère également, de plastique, qui elles sont conçues pour attirer certaines molécules spécifiques. Mais cette solution-là, elle n'est pas homologuée en France. Mais ces solutions ne sont pas parfaites. Ça permet de décontaminer certains PFAS, en tout cas ceux qui sont connus, qu'on arrive à détecter, mais on n'a pas la certitude que tous les PFAS qui sont rejetés dans le milieu sont décontaminés. Des solutions techniques pourraient aussi exister du côté des industriels, notamment pour le traitement de leurs eaux usées. Il y a des solutions, mais il n'y a pas de solution miracle. Et souvent, ce qui est prôné par les chercheurs spécialistes de ce problème, c'est de réduire leur utilisation à la source. Merci d'avoir écouté cet épisode préparé par Camille Kaufmann. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager. Je suis Maxime Mamet sur Le Fil. On revient demain.